Bonjour à tous les esprits curieux. Le manga et l'anime, aujourd'hui omniprésents dans la culture populaire mondiale, ont connu des débuts bien plus modestes et discrets. Au Japon, le manga trouve ses racines dans les estampes ukiyo-e et les premiers journaux illustrés du début du XXe siècle, avant de s'imposer véritablement après la Seconde Guerre mondiale grâce à des pionniers comme Osamu Tezuka, souvent surnommé le dieu du manga. Pendant des décennies, hors du Japon, ces œuvres étaient perçues d'eux comme des curiosités exotiques. Les mangas et animes étaient souvent relégués à des rayons discrets dans les librairies, ou circulaient sous le manteau entre passionnés. En Occident, ils étaient fréquemment jugés trop enfantins, trop violents, ou simplement incompris, et restaient confinés à une communauté de fans dévoués mais marginalisés. Le public occidental, peu familier avec la culture japonaise, assimilait souvent tous les animés à des dessins animés destinés aux enfants. Cette méconnaissance occultait la richesse et la diversité du médium, qui aborde pourtant des thèmes aussi variés que la science-fiction, le drame psychologique, l'horreur ou la romance. Des œuvres comme Akira ou Nausicaa de la vallée du vent étaient ainsi mal comprises, voire censurées, car jugées inadaptées à un jeune public. Malgré ces obstacles, une communauté de passionnés s'est formée, animée par la curiosité et la passion. Des importateurs pionniers, souvent amateurs, ont commencé à traduire et distribuer des mangas et animes, parfois en sous-titrant eux-mêmes des cassettes VHS. Les premiers clubs d'animes, les conventions confidentielles et les forums sur Internet ont permis à cette culture de s'épanouir en marge des circuits traditionnels. Chaque diffusion télévisée réussie, chaque VHS importé et vendu sous le manteau, chaque salle de convention remplie de fans costumés représentait une victoire pour cette forme d'art. Des séries comme Dragon Ball, Sailor Moon ou Pokémon ont peu à peu conquis le cœur du grand public, ouvrant la voie à une reconnaissance plus large. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Les mangas figurent en tête des ventes dans de nombreux pays, rivalisant avec les comics américains et la littérature jeunesse. Les animes, quant à eux, sont devenus des incontournables des plateformes de streaming comme Netflix, Crunchyroll ou Disney+, touchant un public mondial et intergénérationnel. Les histoires et personnages, issus des mangas et animes, influencent désormais la mode, inspirent des films à gros budget et marquent de leur empreinte l'industrie du jeu vidéo. Des collaborations entre créateurs japonais et studios occidentaux témoignent de cette influence croissante, tandis que des marques de luxe s'inspirent de l'esthétique manga pour leur collection. Ce qui était autrefois une sous-culture marginalisée est désormais célébré à l'échelle internationale. Les conventions attirent des centaines de milliers de visiteurs, des publicités d'animes s'affichent sur les plus grandes places du monde, et des événements mondiaux intègrent des références à la culture manga et anime. Dans cette vidéo, nous allons retracer ce parcours extraordinaire. Comment le manga et l'anime sont passés de l'ombre à la lumière, pour devenir un phénomène culturel mondial, riche, diversifié et en constante évolution. Avant de passer à la suite, si vous appréciez ce voyage dans l'histoire du manga et de l'anime, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous n'avez rien à ajouter mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci à tous pour votre soutien et on continue tout de suite avec la suite de notre exploration. Le manga moderne a émergé des cendres du Japon d'après-guerre, à une époque où le pays était marqué par la destruction, la pauvreté et l'incertitude. Après la capitulation de 1945, les villes japonaises étaient en ruine et la population devait faire face à la reconstruction, tant matérielle que morale. Dans ce contexte difficile, la culture populaire est devenue un refuge, un moyen d'évasion et d'espoir pour des millions de Japonais. Le manga puise ses racines dans des siècles d'art japonais, comme les estampes ukiyo-e et les rouleaux narratifs et makimono, qui racontaient déjà des histoires en images. Mais après la guerre, ces traditions se sont mêlées à de nouvelles influences venues de l'Occident, notamment à travers les comics américains et les films d'animation étrangers. L'occupation américaine, qui a duré jusqu'en 1952, a profondément marqué la société japonaise. Les soldats américains ont introduit des bandes dessinées comme Mickey Mouse, Superman ou Popeye, qui ont rapidement séduit les jeunes japonais. Les librairies et les kiosques ont vu apparaître des comics traduits, et les artistes locaux ont commencé à s'inspirer de ces nouveaux styles graphiques et narratifs. C'est dans ce contexte qu'Osamu Tezuka, surnommé le dieu du manga, a émergé comme une figure révolutionnaire.
Inspiré à la fois par les films de Disney et par la tradition japonaise, Tezuka a introduit une narration cinématographique, des personnages expressifs aux grands yeux et une profondeur émotionnelle inédite. Ses œuvres majeures, comme Shin Takarajima et surtout Astro Boy, Tetsuwan Atom, ont posé les bases du manga moderne. Tezuka a également innové en abordant des thèmes complexes, tels que la guerre, la paix, la technologie et l'humanité, rendant ses histoires accessibles aussi bien aux enfants qu'aux adultes. À mesure que l'économie japonaise se redressait dans les années 1950 et 1960, le manga est devenu un phénomène de masse. Les magazines hebdomadaires, comme Shonen Magazine ou Shonen Jump, proposèrent des histoires pour tous les âges et toutes les classes sociales. Des genres variés, action, romance, sport, science-fiction, ont vu le jour, chacun répondant aux attentes d'une démographie spécifique, des enfants aux adultes. Naturellement, l'anime a suivi le succès du manga. En 1963, Osamu Tezuka adapte Astro Boy en série animée télévisée, marquant la naissance de l'industrie de l'anime au Japon. Cette série, diffusée en noir et blanc, a captivé des millions de téléspectateurs et a ouvert la voie à de nombreuses autres adaptations. Le format télévisé a permis de toucher un public encore plus large, et l'anime est rapidement devenu un rendez-vous familial incontournable. Les studios d'animation, souvent modestes, ont dû innover pour produire des épisodes à moindre coût. L'animation limitée, où seuls certains éléments de l'image bougent, est devenue la norme, permettant de réaliser des séries longues avec des moyens restreints. Malgré ces contraintes, les premiers animes abordaient des thèmes profonds, reflétant les espoirs, les peurs et les rêves d'une société en pleine mutation. Rapidement, le manga et l'anime se sont intégrés à la vie quotidienne des Japonais. On lisait des mangas dans le train, en famille à la maison ou dans les cafés spécialisés. L'anime, diffusé à la télévision, rassemblait petits et grands devant l'écran. Cette culture partagée a contribué à forger une identité collective, où chaque génération avait ses héros et ses histoires favorites. Ce mélange unique de traditions artistiques, de traumatisme historique et d'innovation technologique a permis au manga et à l'anime de se renouveler sans cesse. Ils sont devenus le reflet d'une société en quête de sens, tout en restant profondément ancrés dans l'héritage culturel japonais. À partir de ces racines, le manga et l'anime ont commencé à s'exporter, d'abord en Asie, puis dans le monde entier. Aujourd'hui, ils fascinent des millions de fans sur tous les continents, témoignant de la puissance universelle de ces récits, nés dans le Japon d'après-guerre. Lorsque le manga et l'anime ont commencé à s'installer en Occident dans les années 1980 et 1990, le choc culturel fut immédiat et profond. Ces œuvres, venues du Japon, étaient radicalement différentes de ce que le public occidental connaissait jusque-là. Les premiers contacts se faisaient souvent dans l'intimité d'un salon, devant une télévision à tube cathodique, ou dans les rayons discrets de quelques vidéoclubs et librairies spécialisées. Les chaînes de télévision occidentales, cherchant à remplir leur créneau jeunesse, ont importé des séries animées japonaises et les ont diffusées aux heures de grande écoute pour les enfants. Des titres comme Goldorak, Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque ou Ken le Survivant sont rapidement devenus des phénomènes de cours de récréation. Mais ces séries, bien plus violentes, complexes et parfois sombres que les dessins animés occidentaux traditionnels, ont rapidement choqué de nombreux parents. Les intrigues abordaient des thèmes de mort, de sacrifice, de guerre ou de vengeance, loin de l'innocence des productions Disney ou Hanna-Barbera. Les critiques occidentaux, habitués à l'univers rassurant et moral des films Disney, ont vu dans l'anime une menace pour la jeunesse. Les médias se sont emparés du sujet, multipliant les unes alarmistes, le péril manga, violence japonaise à la télévision, nos enfants en danger. Les débats télévisés opposaient experts, psychologues et animateurs, souvent sans réelle connaissance du médium. Face à la pression, les diffuseurs ont imposé une censure massive. Les épisodes étaient remontés, les scènes jugées trop violentes ou suggestives coupées, et les dialogues réécrits pour édulcorer les propos. Parfois, le sens même de l'histoire était perdu, rendant certains arcs narratifs incompréhensibles. Des épisodes entiers étaient bannis, et des personnages voyaient leur personnalité transformée pour coller aux normes occidentales. En France, le débat a pris une ampleur nationale. Des émissions comme Club Dorothée, qui diffusaient massivement des animés, étaient accusées de pervertir la jeunesse. Les journaux titraient sur la violence japonaise, et des politiciens réclamaient l'interdiction pure et simple de certains programmes. Les psychologues s'inquiétèrent de l'impact sur le développement des enfants,
tandis que les animateurs défendaient la diversité culturelle. Des séries comme Ken le Survivant ou Les Chevaliers du Zodiaque étaient particulièrement visées, accusées de glorifier la violence, de véhiculer des valeurs étrangères, voire d'inciter à la rébellion contre l'autorité parentale. Les débats étaient souvent passionnés, opposant défenseurs de la liberté d'expression et partisans d'une télévision propre pour les enfants. Face à cette hostilité, les premiers fans d'anime et de manga se sont organisés. Ils créaient des clubs, des fanzines, et se retrouvaient lors de conventions naissantes pour partager leur passion. Souvent moqués ou incompris, ils devaient défendre leur hobby face à l'incompréhension générale, expliquant que l'animation japonaise n'était pas réservée aux enfants et pouvait aborder des thèmes profonds et universels. Le style graphique, très éloigné des canons occidentaux, déstabilisait. Les grands yeux expressifs, les émotions exacerbées, les récits parfois mélancoliques ou ambigus, tout cela était perçu comme une menace pour les normes artistiques et morales établies. Les mangas abordaient des sujets tabous, sexualité, mort, solitude, quête d'identité, ce qui choquait un public peu préparé à cette diversité de tons. Cette résistance était profondément enracinée dans la peur de l'influence étrangère et de la perte de repères culturels. Le manga et l'anime ont été relégués dans un ghetto culturel, cantonné à des rayons spécialisés, parfois cachés ou stigmatisés. Les fans devaient souvent se cacher ou justifier leur passion face à une société méfiante. Il a fallu de longues années et l'arrivée d'une nouvelle génération de fans pour que le manga et l'anime sortent de l'ombre. Progressivement, ces formes d'art ont gagné en légitimité, s'imposant comme des éléments incontournables de la culture populaire mondiale. Aujourd'hui, conventions, librairies et médias célèbrent cette diversité, preuve que le choc initial a laissé place à une véritable passion partagée. Dans les années 80 et 90, malgré le contre-coup et la méfiance de certains parents et médias, les diffusions télévisées d'animes ont marqué un tournant décisif. Des séries comme Dragon Ball, Sailor Moon ou Les Chevaliers du Zodiaque étaient diffusées dans des émissions jeunesse telles que Club Dorothée en France ou sur des chaînes câblées aux États-Unis et en Europe. Ces rendez-vous télévisés, souvent programmés après l'école ou le samedi matin, ont créé la toute première vague de fans d'animes occidentaux, fascinés par des histoires et des styles visuels radicalement différents de ceux des dessins animés locaux. Pourtant, ces émissions étaient souvent fortement censurées. Les scènes jugées trop violentes, suggestives ou complexes étaient recoupées ou modifiées, ce qui laissait les téléspectateurs intrigués et parfois frustrés. Cette censure a paradoxalement attisé la curiosité des fans, qui voulaient découvrir les versions originales, non coupées, et comprendre ce qui avait été modifié ou supprimé. Les rayons des librairies et vidéoclubs se sont alors remplis de mangas et de DVD, parfois avec des autocollants, version intégrale pour attirer les connaisseurs. L'arrivée des VHS, puis des DVD, a révolutionné l'accès à l'anime. Les fans pouvaient enfin regarder leurs séries préférées dans leur version originale, souvent en japonais sous-titré, et découvrir des titres inédits à la télévision. Cela a donné naissance à une véritable culture de collectionneurs. Échange de cassettes lors de conventions, clubs de fans organisant des projections privées et chasse aux éditions limitées ou coffrets rares. Les supports physiques sont devenus des trésors pour les passionnés, qui pouvaient ainsi préserver et partager leur passion. Avec l'explosion d'Internet au début des années 2000, les communautés de fans se sont mondialisées. Les forums spécialisés, comme Anime News Network ou des sites francophones dédiés, permettaient aux passionnés d'échanger des recommandations, des analyses et des actualités. Dans les cybercafés, on se retrouvait pour discuter des derniers épisodes ou organiser des marathons de visionnage. Les fansubs, des sous-titres créés par des amateurs, ont permis de découvrir des séries inédites bien avant leur diffusion officielle hors du Japon. Cette effervescence en ligne a contribué à la diffusion rapide de nouveaux titres et à la création d'une culture globale de l'animé. Le fansubbing, bien que juridiquement ambigu, a joué un rôle crucial. Des groupes de bénévoles traduisaient, sous-titraient et partageaient gratuitement des épisodes, souvent quelques jours seulement après leur diffusion au Japon. Ce travail de passionné a non seulement permis à des milliers de fans d'accéder à des œuvres inédites, mais il a aussi démontré l'existence d'une demande internationale forte pour du contenu original, non censuré et fidèle à l'œuvre d'origine. Les fansubs ont aussi contribué à l'apprentissage du japonais et à la découverte de la culture nippone. La véritable révolution est arrivée avec l'émergence des plateformes de streaming légales, comme Crunchyroll, Wakanim, ADN ou Netflix.
Pour la première fois, les fans pouvaient accéder à un vaste catalogue d'animes en toute légalité, avec des sous-titres de qualité et une diffusion quasi simultanée avec le Japon. Ces plateformes ont signé des accords avec les studios japonais, soutenant ainsi la production et la distribution officielle de l'anime à l'international. Le streaming a aussi permis de toucher un public beaucoup plus large, bien au-delà des cercles de passionnés. Le simulcasting, c'est-à-dire la diffusion simultanée des nouveaux épisodes dans le monde entier, a été un tournant. Désormais, un épisode pouvait être disponible en France, aux États-Unis ou au Brésil seulement quelques heures après sa sortie au Japon. Cela a supprimé les barrières pour les téléspectateurs occasionnels, qui pouvaient suivre les séries en temps réel, participer aux discussions en ligne et éviter les spoilers. Le simulcast a aussi renforcé le sentiment d'appartenance à une communauté mondiale de fans. Aujourd'hui, l'anime est devenu accessible, pratique et omniprésent. On le regarde sur smartphone dans le métro, on en discute dans les cafés à thème et les conventions rassemblent des milliers de fans costumés. Les rayons des librairies regorgent de mangas et les séries animées sont devenues un incontournable du divertissement mondial, touchant toutes les générations et tous les milieux sociaux. L'anime n'est plus une niche réservée à quelques initiés, mais un phénomène culturel majeur. L'ère numérique a définitivement cimenté la place de l'anime au cœur de la pop culture mondiale. Des publicités géantes dans les métros aux expositions dédiées dans les musées, en passant par la mode et les réseaux sociaux, l'anime rayonne désormais bien au-delà de l'écran, inspirant artistes, créateurs et fans sur tous les continents. L'essor du manga et de l'anime n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat du travail acharné et de la vision de créateurs audacieux qui ont repoussé les limites de leur art. Dès les années 1960, Osamu Tezuka, souvent surnommé le dieu du manga, a posé les bases du médium moderne avec des œuvres comme Astro Boy, révolutionnant la narration visuelle et l'animation japonaise. Son influence a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes, chacun apportant sa propre sensibilité et ses innovations. Dans les années 1980, Katsuhiro Otomo a stupéfié le public occidental avec Akira, un film d'animation aux thèmes adultes, abordant la politique, la technologie et l'identité dans un Tokyo post-apocalyptique. Son animation révolutionnaire, d'une fluidité et d'un réalisme inédit, a prouvé que l'anime pouvait rivaliser avec les plus grands films internationaux et s'adresser à un public adulte. Akira a ainsi ouvert la porte à une reconnaissance mondiale du potentiel narratif et artistique de l'animation japonaise. Le studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, a acquis une renommée internationale grâce à des films empreints de poésie et d'humanisme. Miyazaki, en particulier, a su toucher le cœur du public avec des œuvres comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke et surtout Le voyage de Chihiro, qui a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Ce succès a redéfini le prestige du médium, prouvant que l'animation japonaise pouvait rivaliser avec les plus grands studios mondiaux, tant sur le plan artistique que commercial. À la télévision, des séries comme Neon Genesis Evangelion, créées par Hideaki Anno, ont bouleversé les codes du genre avec des thèmes psychologiques profonds et une esthétique novatrice. Dans les années 2000, les trois grands, One Piece d'Eiichiro Oda, Naruto de Masashi Kishimoto et Bleach de Tite Kubo, ont bâti d'énormes bases de fans fidèles à travers le monde. Ces séries, diffusées à l'international, ont contribué à démocratiser le manga et l'anime, rendant ces univers accessibles à une nouvelle génération de passionnés. Parallèlement, les conventions comme Anime Expo aux États-Unis et Japan Expo en France sont passées de petits rassemblements de passionnés à de véritables festivals internationaux. Ces événements attirent aujourd'hui des centaines de milliers de visiteurs, réunissant fans, créateurs, éditeurs et stars du secteur. Ils offrent un espace unique pour célébrer la culture, manga et anime, découvrir des avant-premières, participer à des concours de cosplay et rencontrer les artistes qui façonnent cet univers. Ces conventions sont devenues de véritables pôles culturels, favorisant l'échange entre créateurs et public et alimentant la croissance de l'industrie. Elles permettent aux fans de s'immerger dans leur passion, de tisser des liens et de contribuer activement à la vitalité de la communauté. La synergie entre un contenu toujours plus innovant et une communauté de fans passionnés a propulsé le manga et l'anime vers le grand public. Les clubs universitaires, les forums en ligne et les groupes de fansub ont joué un rôle clé dans la diffusion et la traduction des œuvres, rendant la culture japonaise accessible à tous, partout dans le monde.
Ensemble, créateurs et fans ont bâti un mouvement mondial, transcendant les frontières et les langues. Aujourd'hui, le manga et l'anime sont devenus des piliers de la pop culture internationale, influençant la mode, la musique, le cinéma et même la technologie. Cette révolution, née de la passion et de l'innovation, a changé le visage du divertissement pour toujours. Aujourd'hui, le manga et l'anime ne se limitent plus aux pages imprimées ou aux écrans de télévision. Ils façonnent désormais tous les aspects de la culture pop mondiale, touchant des millions de personnes à travers les continents. Des conventions bondées à Los Angeles, Paris ou Tokyo, où des fans du monde entier se réunissent pour célébrer leurs séries préférées, aux librairies spécialisées qui voient défiler des lecteurs de tous âges, la passion pour ces univers ne cesse de grandir. Leur influence est particulièrement visible dans la mode. Des collaborations entre grandes maisons de luxe comme Louis Vuitton ou Gucci et des franchises emblématiques telles que Pokémon ou Sailor Moon, jusqu'aux vêtements de rue audacieux portés dans les quartiers branchés de Harajuku, l'esthétique de l'anime inspire créateurs et jeunes du monde entier. Les motifs, couleurs vives et personnages emblématiques s'invitent sur les podiums, dans les vitrines et jusque dans les garde-robes quotidiennes. Les jeux vidéo et l'anime partagent une relation symbiotique depuis des décennies. Des franchises comme Pokémon, Dragon Ball Z ou Naruto dominant à la fois les écrans et les consoles, générant des jeux vidéo à succès, des compétitions e-sport et une multitude de produits dérivés. Les univers narratifs se prolongent, permettant aux fans d'interagir avec leurs héros préférés, de collectionner des cartes ou de participer à des tournois mondiaux. Les bandes sonores et les thèmes d'ouverture d'anime sont devenus de véritables phénomènes mondiaux. Des concerts symphoniques dédiés à la musique d'anime remplissent des salles prestigieuses, tandis que des DJ et musiciens occidentaux, comme Pharrell Williams ou Grimes, intègrent ouvertement des références à l'anime dans leur création. Les génériques de séries comme Shingeki no Kyojin ou Neon Genesis Evangelion sont repris et remixés à travers le monde. Les artistes contemporains et les réalisateurs hollywoodiens s'approprient le langage visuel de l'anime. On retrouve ces codes dans des films à grand spectacle comme Matrix ou Inception, mais aussi dans l'art contemporain, où des expositions entières sont consacrées à l'esthétique manga. Les plateformes de streaming investissent massivement dans la production d'animés et des réalisateurs comme Guillermo del Toro ou les Wachowski citent ouvertement l'influence de l'animation japonaise sur leur travail. Cette influence s'étend même aux mouvements artistiques d'avant-garde, où le mélange des genres et des techniques rappelle l'expérimentation propre au manga et à l'anime. Le vivier créatif du manga et de l'anime enrichit la musique, l'art et le cinéma dans le monde entier. Des festivals internationaux comme Annecy ou le Japan Expo mettent à l'honneur l'animation japonaise, tandis que des artistes et musiciens s'inspirent de ces codes pour renouveler leur propre langage. Ce qui a commencé comme un divertissement de niche, réservé à une poignée de passionnés, est désormais un moteur de tendance globale. Il inspire des créateurs dans tous les domaines, design, illustration, technologie et même entrepreneuriat. Les écoles d'art proposent des cursus dédiés au manga et de jeunes talents du monde entier réinventent sans cesse ces codes. L'impact du manga et de l'anime est aussi profond que répandu. Ils redéfinissent ce que la pop culture peut être, un espace d'échange, de créativité et d'inspiration, où les frontières culturelles s'effacent au profit d'une passion partagée à l'échelle mondiale. Le manga et l'anime, autrefois confinés à un public restreint au Japon, ont connu une croissance fulgurante pour devenir une industrie mondiale pesant plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, ils sont omniprésents, influençant la culture populaire, la mode et même la technologie à travers le monde. Au Japon, le manga domine l'industrie de l'édition. Il représente près de 40% de l'ensemble des livres vendus chaque année. Les magazines phares comme Weekly Shonen Jump ou Nakayoshi vendent des millions d'exemplaires chaque semaine et de nouveaux titres apparaissent constamment pour répondre à la demande d'un public de tous âges. À l'échelle internationale, la popularité du manga a explosé. En Amérique du Nord, les ventes ont quadruplé en moins de 10 ans, et en France, le manga représente désormais plus de la moitié du marché de la bande dessinée. Des titres japonais sont traduits dans des dizaines de langues, rivalisant avec les comics américains et les BD franco-belges, et séduisant un public toujours plus large et diversifié. Des séries à succès comme One Piece, Demon Slayer et Shingeki no Kyojin ont battu tous les records. One Piece à lui seul
a dépassé les 500 millions d'exemplaires vendus, tandis que Demon Slayer a connu un engouement sans précédent avec des files d'attente devant les librairies lors de chaque nouvelle sortie. Ces œuvres ne se contentent pas de divertir, elles deviennent de véritables phénomènes culturels, inspirant des adaptations en anime, des films, des jeux vidéo et même des comédies musicales. Leur influence s'étend bien au-delà des pages, touchant toutes les générations et traversant les frontières. L'industrie de l'anime suit la même trajectoire ascendante. Les revenus mondiaux de l'anime dépassent désormais les 25 milliards de dollars, portés par des films comme Demon Slayer Mugen Train, qui a pulvérisé les records au box-office japonais et s'est hissé parmi les plus grands succès mondiaux de l'animation. Les plateformes de streaming comme Netflix, Crunchyroll et Disney+, investissent massivement dans la production et la diffusion d'animés, rendant ces œuvres accessibles à des millions de spectateurs dans le monde entier. Le merchandising est devenu un pilier de cette industrie. Des franchises comme Pokémon, Dragon Ball ou Sailor Moon génèrent des revenus colossaux grâce à la vente de jouets, de vêtements, de cartes à collectionner et d'objets de toutes sortes. Pokémon, par exemple, a dépassé les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, devenant la franchise la plus lucrative de l'histoire du divertissement. Les produits dérivés, les jeux vidéo et les objets de collection prolongent la vie des séries à succès. Les figurines, les jeux mobiles et les cartes à collectionner deviennent des objets de culte, recherchés par des fans du monde entier. Certains produits rares atteignent des prix exorbitants lors de ventes aux enchères, témoignant de la passion et de l'engagement de la communauté. Autrefois de niche, le manga et l'anime sont aujourd'hui les piliers d'un empire économique mondial. Leur influence s'étend bien au-delà du divertissement, façonnant les tendances, inspirant des générations de créateurs et générant des opportunités économiques dans des secteurs aussi variés que l'édition, le cinéma, la mode, l'éducation et le tourisme. Ce marché en perpétuelle expansion ne montre aucun signe de ralentissement, promettant encore de nombreuses innovations et succès à venir. Alors que le manga et l'anime conquièrent le monde, ils ne cessent de gagner en popularité, rassemblant des millions de fans de tous âges et de toutes cultures. Mais cette expansion fulgurante s'accompagne de défis majeurs, qui redéfinissent sans cesse les contours de cette industrie. La croissance rapide de l'industrie a entraîné des conditions de travail difficiles pour les animateurs. Beaucoup travaillent de longues heures pour respecter des délais serrés, souvent avec des salaires modestes. Cette pression constante menace la santé des créateurs et, à terme, l'avenir créatif de l'animation japonaise. Des initiatives émergent pour améliorer ces conditions, comme la création de syndicats et la sensibilisation du public, mais le chemin reste long. Face à un public mondial de plus en plus varié, la demande pour des histoires inclusives et une meilleure représentation ne cesse de croître. Les lecteurs et spectateurs souhaitent de voir des personnages et des thèmes qui reflètent la diversité de leur propre vie. Certains mangas et animés, comme Yuri on Ice ou Demon Slayer, ont ouvert la voie à une représentation plus large. Mais de nombreux créateurs sont encore en train d'apprendre à s'adapter à ces attentes nouvelles. Les débats sur la censure sont devenus plus complexes à mesure que les œuvres traversent les frontières. Les créateurs doivent jongler entre l'intégrité artistique et les sensibilités culturelles propres à chaque marché. Par exemple, certaines scènes ou thèmes sont modifiés ou supprimés pour répondre aux exigences de diffusion à l'étranger, ce qui suscite parfois la frustration des fans et des artistes. Trouver un équilibre entre liberté créative et respect des différences culturelles est un défi permanent. L'innovation technologique transforme la manière dont les histoires sont créées et consommées. Les webtoons et les bandes dessinées numériques, accessibles sur smartphones et tablettes, connaissent un essor fulgurant, notamment en Corée du Sud et au Japon. Ces nouveaux formats permettent à des auteurs indépendants de toucher un public mondial sans passer par les circuits traditionnels et offrent aux lecteurs une expérience interactive et personnalisée. Les studios d'animation repoussent les limites de la technologie en expérimentant de nouveaux outils. Le mélange de l'animation 2D traditionnelle et de la 3D permet de créer des univers visuels inédits, comme dans Land of the Lustrous ou Beastars. La réalité virtuelle ouvre aussi la porte à des expériences immersives où le spectateur devient acteur de l'histoire. Ces innovations redéfinissent la façon dont les récits sont vécus et partagés. Aujourd'hui, le manga et l'anime sont devenus un langage universel. Ils inspirent des créateurs du monde entier qui s'approprient ces codes pour raconter leurs propres histoires. Des écoles et ateliers dédiés à l'art du manga fleurissent en Europe, en Amérique et en Afrique,
et les concours internationaux révèlent de nouveaux talents chaque année. Cette mondialisation enrichit le médium et favorise l'émergence de voix inédites. Le voyage depuis l'ombre est terminé. Mais l'avenir du manga et de l'anime dépend désormais de la capacité de l'industrie à devenir plus inclusive, durable et créative. Les studios investissent dans des pratiques éco-responsables, encouragent la diversité au sein des équipes et soutiennent la formation de la nouvelle génération d'artistes. Ces efforts sont essentiels pour garantir la vitalité et la pertinence de ce médium dans les décennies à venir. Le prochain chapitre s'annonce encore plus passionnant. Alors que le soleil se lève sur une nouvelle ère, le manga et l'anime continueront d'évoluer, portés par la passion de leurs créateurs et de leurs fans. Cette forme d'art, désormais indispensable, n'a pas fini de nous surprendre et d'inspirer le monde entier. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.